après-midi à toutes et à tous. Ce n'est pas toujours aisé d'intervenir en dernier, après avoir entendu des exposés aussi riches en qualité et aussi riches par les personnes qui les ont présentés. Néanmoins, je vais m'efforcer de modérer le dernier panel de la journée d'aujourd'hui, qui concerne le cadre juridique et réglementaire, ainsi que la promotion des investissements dans le secteur de l'électricité. Il y a 9 ans, donc, la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative à l'électricité existait. Et on fait le constat aujourd'hui que ce texte demeure, au regard du droit positif congolais, le cadre, je dirais, presque principal qui a trait aux questions relatives à la libéralisation du secteur de l'électricité. Pendant sa mise en application, certaines limites ont été relevées par la loi. Et les intervenants du panel d'aujourd'hui, que je vais avoir le plaisir d'appeler un par un, auront l'occasion de présenter chacun à leur tour des thèmes qui ont trait non seulement aux limites légales, qui ont trait également à la nécessité de réformes, ainsi qu'aux solutions ou aux pistes de solutions qui sont proposées. Je vais appeler tout d'abord M. Andrea Renzulli, qui va intervenir après. Ah, en ligne, d'accord. Je ne savais pas que c'était en ligne. Donc, M. Andrea Renzulli, qui travaille pour l'agence RES4Africa. RES4Africa a mené une étude sur les mini-réseaux en Afrique. Et son intervention de ce jour va consister à nous donner les limites du cadre légal et réglementaire par rapport aux mini-réseaux. Ensuite, parce que je sais qu'il est dans la salle, je fais appel à M. Murphy Pongo, chef de service contentieux, aspects légaux et réglementaires à l'ANSER. Monsieur Murphy, Maître Murphy, comme on a l'habitude de l'appeler à ANSER, va intervenir dans ce cadre pour nous exposer 2 thèmes. Le premier concerne l'activation des ressources financières de l'ANSER et le second concerne le projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre des projets d'électrification ruraux et périurbains par réseau isolé. Puisqu'on le sait que pour assurer son autonomie financière et son statut de fonds d'électrification rurale, l'ANSER donc a bénéficié de ressources financières importantes, on a eu à le dire tout à l'heure, afin de pouvoir assumer pleinement son rôle dans le cadre institutionnel congolais du secteur de l'énergie. Maître Murphy va donc nous exposer les difficultés, les projets et les préoccupations qui sont les nôtres dans le secteur qui nous occupe. Ensuite, M. Pierre-Marie Cusaguet, que vous avez déjà eu l'occasion de voir tout à l'heure, va nous rejoindre de nouveau. Je ne le représente pas, mais je vais quand même dire qu'il est de TBI. Et lui, qui n'a pas eu d'applaudissements comme les autres. Donc, M. Pierre-Marie, lui, va aborder l'aspect du cadre légal et réglementaire, ainsi que les procédures d'obtention de titres. Ensuite, je ne sais pas si Madame le docteur Sandrine Moubenga, qui est le DG de l'ARE, est présente. Ou est-ce qu'elle est... Elle est DG, oui. Ah, le DG est là pour la représenter. Je ne vous entends pas. Ah, voilà.
Bienvenue, monsieur le DGA. Bienvenue. Voilà, monsieur le DGA va exposer donc le cadre légal et réglementaire également des procédures d'obtention des titres. Enfin, monsieur Pierre Canica de l'ANAPI, je ne sais pas s'il est présent ou représenté ou en ligne. Voilà, donc nous allons quand même aborder déjà les différents thèmes, intervenant par intervenant. Je ne sais pas au niveau de la présentation en ligne ce que la technique a prévu. Bien sûr. Est-ce que la technique est prête? Dans ce cas, je vais céder la parole à monsieur Andrea Renzulli de Res for Africa. For Africa, have the... Bonjour à tous et à toutes. Je crois que cette fois vous m'entendez. Si vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien. Merci beaucoup, madame modératrice, pour cette introduction. Donc, je précise que je suis Jean-Baptiste Decopet et non pas malheureusement monsieur Renzulli ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc, je prends cette présentation à la place de monsieur Andrea pour la Fondation Res for Africa. Je n'ai pas de retour en anglais, donc je ne sais pas si on peut confirmer que l'on m'entend bien, sinon je vais simplement continuer. Et donc je vais faire cette présentation sur comme ça a été introduit avant, sur le cadre politique et réglementaire d'électrification au réseau dans le cas du Congo, qui est l'étude qu'on a menée au nom de la Fondation Res for Africa avec les commissions. Okay, parfait. Avec la commission économique pour les affaires économiques en Afrique. Peut-être on m'a dit que j'avais 15 minutes, donc j'essaierai d'être concis et rapide. Peut-être très rapidement, pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas, la Fondation Res for Africa est une fondation qui travaille avec différents acteurs de la chaîne de valeur de l'électricité en Europe. Et elle travaille à la mise en place de conditions optimales pour le développement des énergies renouvelables en Afrique. Je vais sauter cette partie très rapidement pour peut-être rentrer dans le vif du sujet plus rapidement, mais donc là on a quelques-uns de nos partenaires qui représentent, comme je l'ai dit, un peu toute la chaîne de valeur de l'électricité en Europe. Donc on a autant des grandes entreprises internationales comme Enel, des entreprises de conseil comme AFRI ou PwC, des entreprises d'ingénierie comme ABB, ou même des universités ou des associations. Et en termes de chaîne de travail, on travaille sur l'ensemble du continent, à travers différentes sous-régions. Donc on a une unité pour la Méditerranée, une unité pour la partie Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et une unité pour l'Afrique subsaharienne, le sud de l'Afrique. Et aujourd'hui, je parlerai au nom de l'unité Missing Link, qui est notre unité politique et réglementation, qui a travaillé sur le développement de ce rapport que je présenterai aujourd'hui. Donc très rapidement, le programme Missing Link est un programme qui, comme je l'ai mentionné, a été fondé avec la commission aux affaires économiques pour l'Afrique des Nations Unies, la CEA. Et nous avons mené une étude qui date maintenant, qui a duré presque 5 ans, sur 16 pays africains, sur le cadre politique et réglementaire, et quelle était son implication et quelles étaient les possibles améliorations pour faciliter l'investissement du secteur privé. On a mené cette enquête dans 16 pays sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc la production, le transport, la distribution et les systèmes hors réseau. Aujourd'hui, je me concentrerai sur la partie hors réseau pour être plus dans le thème de la journée. En ce qui concerne la timeline, on a, comme je disais, un programme qui maintenant a presque 5 ans, avec les origines qui datent déjà de 2019, quand on a développé la méthodologie avec les différents partenaires. Je reviendrai juste après sur la méthodologie pour introduire un peu le cadre de l'étude.
Ensuite, on a mené une partie qui est très importante pour nous, c'est la partie de la collecte de données. Et je vais m'attarder un peu là-dessus, qu'on a mené en 2020, parce que c'était un énorme travail qui a été mené, vu qu'on a eu le parti pris de présenter que des données qui étaient validées après des réunions internes dans chaque pays qu'on étudiait. Donc, on a mené des études et des panels de discussion avec différents experts de chaque pays, à chaque fois une quinzaine, vingtaine d'experts de différentes institutions de chaque pays, pour s'assurer qu'on ait des données de très haute qualité et qui soient validées au niveau du pays. Donc, par exemple, dans le cas du Congo, on a travaillé avec M. André Kaboué, qui est le secrétaire perpétuel adjoint de la CNE, qu'on remercie encore. Mais on avait également des membres du ministère des Ressources hydrauliques et électriques, de l'ANSER, de l'ARE, de la Chambre des mines. Donc vraiment un grand nombre de panélistes et du secteur électricité au Congo. C'est une des grandes forces de cette étude, c'est d'avoir des données de très haute qualité, mais en même temps, vu que c'est un processus qui a été très long, on ne peut parfois pas mettre toutes nos données à jour. Donc les données qu'on a sont généralement, pour le cas du Congo, qui était un des derniers qu'on a validés, sont valables jusqu'à la période 2021-2022. Donc, vu que les réglementations est un domaine qui évolue très vite, il y a peut-être certaines données qui sont déjà légèrement plus à jour. On essaie de mettre ça à jour. Et donc ensuite, on a élaboré donc les résultats. Donc, on a écrit ces rapports pour 16 pays, et maintenant on est dans les phases de présentation de ces rapports, présentation des résultats, et maintenant aussi de support directement à l'implémentation de réglementation avec les différents pays. Comme je disais, la première étape, ça a été de mettre en place la méthodologie. Cette méthodologie repose sur concrètement quel est le processus qu'un acteur privé va faire avant de commencer à investir dans un certain pays. Donc, ça se repose sur 3 grands piliers, qui sont 3 grandes étapes en fait. La première question, c'est la question de l'ouverture. Donc, on se pose la question de quelles sont concrètement les règles du marché. Est-ce que le marché est accessible? Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'acteur privé, de venir investir sur le marché? Quelles sont les conditions de licence, de concession? Comment on peut s'intégrer là-dedans au niveau de la stratégie de la planification nationale? Une fois que qu'on a une réponse à ça, le secteur privé, on part sur la deuxième question qui est: si je veux participer au marché, est-ce que c'est un marché attractif? C'est un marché qui me garantit une certaine rentabilité dans mes investissements. Donc, ça va être la question du tarif, ça va être la question des règles contractuelles, des subventions, par exemple. Et ensuite, si on se rend compte qu'on a un marché qui est ouvert, sur lequel on peut participer et qui est attractif, on se pose la question de la préparation. Donc, est-ce que les normes techniques sont en place pour permettre à notre installation de fonctionner de manière optimale sur le réseau? Et donc, chacune de ces dimensions, donc ouverture, attractivité et préparation, sont représentées dans la méthodologie par différents sous-chapitres qu'on appelle des topics. Donc, l'ouverture, par exemple, ça va être quelle est la gouvernance du secteur? Est-ce qu'on a des règles pour l'électrification? Est-ce qu'on a une loi sur l'électrification? Est-ce qu'on a des conditions claires pour les concessions, les licences? Quelle est la stratégie énergétique? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont contraignants? Et en fonction de ces différents sous-topics, on peut donner différentes notes aux différents secteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour 16 différents pays avec une note de 3. Donc là, vous avez un graphique qui représente l'ouverture des systèmes hors réseau au Congo, en Zambie et au Rwanda, avec une note de 3 qui montre la donne maximum dans un secteur et une note de 0 qui montre un secteur avec plusieurs lacunes à combler. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on voulait montrer, par exemple, dans le cas de l'ouverture des systèmes hors réseau dans ces 3 pays, on voit par exemple qu'au niveau du Congo, on a plutôt des nouvelles réglementations à mettre en place au niveau de la stratégie énergétique et de la planification. Et à l'inverse, on a des très bons systèmes, des modèles de participation du secteur privé, une très belle gouvernance du secteur. Et une des forces aussi de pouvoir comparer les différents pays, ça permet de souligner
les meilleures pratiques. Et dans ce cas-là, on voulait souligner un des exemples de la Zambie qui, dans le cadre de sa gouvernance et de ses participations du secteur privé, a un système de licence spécifique aux opérateurs réseau qui prend en compte le type d'utilisation, donc soit de la vente ou de l'autoconsommation, et également la capacité installée qui va donner lieu à différentes licences, qui est assez important ensuite en termes d'autres réglementations, notamment sur les tarifs. Dans le cas du Congo, le Congo a choisi une autre approche qui est aussi intéressante, c'est qu'elle a choisi d'avoir des concessions pour ces domaines, ce qui est une autre manière de faire, qui peut parfois être plus contraignante parce qu'on a besoin de concessions pour chaque activité, donc production et distribution par exemple. Mais il y a aussi d'autres forces au Congo, notamment la présence de l'ANSER déjà depuis 2014, les différents modèles de participation comme les modèles IAC, et aussi on a déjà pu constater qu'il y a plusieurs appels d'offres qui ont eu lieu pour l'installation de mini-réseaux. À l'inverse, au niveau des améliorations, comme je disais, on a une absence de stratégie énergétique au niveau national qui est en cours de développement, à ma connaissance. On a également le chevauchement des responsabilités dans des différentes institutions centrales et régionales qui peut ralentir le processus. Et également l'absence d'un plan directeur sur les investissements. Et donc cette analyse qu'on a faite, on peut la mener sur tous les différentes dimensions. Donc de nouveau, si on regarde le domaine de l'attractivité, on peut de nouveau comparer différents pays avec des pratiques différentes. Dans ce cas-là, on peut de nouveau souligner par exemple une très bonne pratique au niveau de la Zambie, qui est leur pratique en termes de contrats standards d'achat pour les clients en réseau, et également les règles de comptage et encore plus important, des méthodologies de tarification qui sont spécifiques au cas du système réseau. Et ça, c'est notamment dû en fait à ce qu'on mentionnait avant comme bonne pratique de la Zambie, du fait qu'ils ont un cadre spécifique pour les licences du secteur réseau. Ils peuvent plus facilement introduire aussi des tarifications et des contrats standards d'achat spécifiques au système au réseau qui permettent de donner une meilleure visibilité et donc aussi une plus grande clarté et des tarifs plus adaptés au cas spécifique des systèmes au réseau qui permet une meilleure rentabilité de ces projets. Au niveau du Congo, on voit que c'est un des domaines où il y a peut-être le plus de voies d'amélioration. Dans les points forts, on a certes des mécanismes de soutien direct pour les systèmes au réseau. Néanmoins, il faut quand même noter qu'ils sont encore au cas par cas, donc on a peut-être un cadre encore à redéfinir de cet aspect-là. À l'inverse, on n'a ni achat standard, ni tarification qui sont adaptés au système au réseau spécifiquement, qui peut limiter la rentabilité des projets au réseau au Congo. Et finalement, donc, sur la dernière dimension qu'on analyse, qui est le degré de préparation, de nouveau, là, on a différentes pratiques selon différents pays. On voulait cette fois souligner le cas du Rwanda, qui en fait, qui a prévu déjà et anticipé les défis de l'accès du réseau principal vers des mini-réseaux, qui est une des causes principales de ce qu'on appelle des actifs échoués, donc des gros risques pour les investisseurs qui veulent développer des projets hors réseau. Le Rwanda a prévu ça avec des normes techniques qui permettent d'intégrer les mini-réseaux au réseau une fois que le réseau principal arrive. Ça permet également, grâce à ça, d'avoir des opérateurs qui restent opérateurs de leur zone, donc en tant que petits producteurs et petits distributeurs sur leur mini-réseau, même une fois l'arrivée du réseau arrivé. Et il y a également des possibilités de vendre en fait cet actif directement au fournisseur national. Donc il y a plusieurs possibilités de stratégie de sortie ou de maintien pour les opérateurs de mini-réseaux au Rwanda. Au niveau du Congo, on a plusieurs points forts aussi, qui sont notamment les accès aux permis et autorisations qui sont bien mis en œuvre. Et on a la possibilité pour les mini-réseaux de coexister avec les réseaux principaux, même si ça continue à représenter un gros risque en termes d'investissement, vu qu'on a le réseau principal qui est notre concurrent, donc ça peut être difficile de maintenir la concurrence, disons. Et donc au niveau des domaines d'amélioration,
On a la notion des normes de qualité qui ne sont pas encore définies, de normes de qualité spécifiques au système au réseau et comment les introduire sur au réseau principal. Qui met à cette question l'intégration, on n'a pas vraiment de stratégie d'intégration des millions au réseau principal en cas d'arrivée des réseaux principaux. Et on n'a pas non plus de modèle de compensation financière des actifs. Et donc finalement, avec cette étude et la comparaison avec différentes pratiques qui sont mises en place dans différents pays, on peut venir avec une liste de quelques recommandations de qu'est-ce qui pourrait être fait pour optimiser les systèmes hors réseau en RDC. Donc au niveau de l'ouverture, il y a cette question des politiques nationales et stratégies nationales qui sont en cours, qu'il faudrait finaliser pour donner plus de visibilité aux investisseurs privés, comment ils peuvent s'intégrer dans cette stratégie. Et il y a la mise à jour du plan d'expansion qui, lui aussi, joue le même rôle de visibilité pour les investisseurs privés. Ensuite, il y a le cadre la question des calendriers d'appel d'offres, donc définir quelques zones prioritaires et permettre des appels d'offres publics pour ces différentes zones prioritaires et les prévoir à l'avance pour, une fois encore, donner plus de visibilité pour les investisseurs privés. Au niveau de l'attractivité, il y a la question des tarifs spécifiques au mini-réseau. Vu qu'on a des structures de coûts qui sont différentes du réseau principal, on a besoin d'avoir des tarifs spécifiques qui permettent un meilleur accès, des meilleurs rendements sur les systèmes au réseau. La question de l'extension des mécanismes de renforcement de crédit, donc l'accès aux financements multilatéraux pour les systèmes au réseau et pour les investisseurs privés. Et finalement, au niveau du degré de préparation, il y a la question des normes techniques. Il y a un vrai besoin de développer des normes techniques spécifiques de nouveau au mini-réseau, avec les questions de quel est le voltage minimum, quelles sont les conditions qui permettront à la fin, en cas d'arrivée du réseau, de les relier au réseau, de les intégrer au réseau principal. Et avec ça, dans un deuxième temps, mettre une stratégie en place pour la transition en cas d'arrivée du réseau principal, soit qui permet le rachat des actifs par le réseau principal, soit alors permettre aux opérateurs de continuer à exploiter leur mini-réseau en étant reliés au réseau principal et être des mini-distributeurs et des mini-producteurs locaux. Et sur ces dernières recommandations, et je vous remercie, je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Renzulli. Je pense qu'on peut retenir de l'intervention de M. Renzulli qu'au terme d'une étude qui a porté sur 16 pays, il a pu donc relever les points positifs ainsi que les points négatifs menés par une méthodologie très stricte en regard de 3 critères, l'ouverture, l'attractivité et la préparation du marché. Je voudrais juste épingler ici, parce qu'évidemment son intervention était très riche et très intéressante et je pense qu'elle suscitera des questions tout à l'heure. Je retiens quelques recommandations, que notamment, au terme de cette étude panafricaine, il faut optimiser, donc je cite M. Renzulli, optimiser des stratégies pour donner plus de visibilité aux investisseurs privés. Je retiens également qu'il faut déterminer des zones prioritaires pour les appels d'offres et je retiens enfin qu'il faut aussi qu'il y ait des tarifs spécifiques. Donc tout ça pour augmenter, je suppose, l'intérêt de l'investissement privé. Ceci étant dit, je vais céder la parole au deuxième intervenant, qui est M. Murphy Pongo. Maître Murphy, vous pouvez venir ici. Merci pour la parole. Je pense que j'ai des sujets, je serai un peu bref. Je vais plutôt commencer par le deuxième sujet. C'est un peu une réponse du gouvernement congolais par rapport aux préoccupations, recommandations de l'étude de tout à l'heure. On a eu l'avantage de participer à cette étude, donc en tant que membre ou agent de l'ANSER. Le gouvernement effectivement était conscient de cette réalité par rapport à la mise en place ou l'expansion
mini-réseau en République démocratique du Congo. C'est ainsi que pendant 2 ans, avec l'assistance de l'Union européenne, il y a plusieurs mesures réglementaires qui ont été élaborées et puis adoptées lors de 2 ateliers. Le premier a eu lieu en 2021, le deuxième c'était récemment en décembre 2022. Et parmi les mesures adoptées, il y a un projet de décret portant procédure simplifiée de mise en œuvre des projets d'électrification du milieu ruraux et périurbains par le mini-réseau. Et ça, c'est une réponse forte du gouvernement par rapport à cette étude. C'est vrai que jusqu'à ce jour, c'est encore un projet de décret, parce qu'il a été adopté par les parties prenantes, mais doit encore subir ou suivre les circuits administratifs prévus avant son adoption, sa signature ou sa publication au journal officiel. Et quelques innovations apportées par ces projets de décret, on peut citer la simplification des titres uniquement pour les projets à installer dans le milieu rural périurbain. Il est possible dans ces décrets pour un investisseur ou un promoteur privé d'obtenir un seul titre qui couvre toutes les activités. Ça part de la production jusqu'au niveau de la commercialisation. Ça, c'est une réponse que le gouvernement congolais compte apporter par rapport à la préoccupation soulevée dans l'étude. Et une deuxième réponse, ça c'est au regard de la réalité sur terrain. On sait tous que la loi, jusqu'à ce jour, exige qu'il y ait une société. Il faut avoir une société pour œuvrer dans le secteur de l'électricité. Mais la réalité du Congo profond nous montre effectivement qu'on peut parcourir 25 villages, 200 villages, pour ne pas trouver une société qui œuvre dans ce secteur-là. Par contre, nous avons des associations communautaires, des ASBEL, qui sont très organisées et crèvent effectivement pour l'émergence de leur communauté. Et donc, ces projets prévoient effectivement la possibilité pour les associations communautaires ou les ASBEL de présenter un projet d'électrification et de mener certaines activités du secteur de l'électricité. Ça, c'est parmi les innovations apportées par ces projets. Et il y a également la constitution des lanceurs comme étant guichet unique pour les porteurs des projets. Et là, ça se diffère selon que l'initiative du projet provient du pouvoir public ou du promoteur privé. Et le projet de décret a institué des procédures simplifiées par approche descendante, c'est-à-dire ça peut se faire par appel d'offres, lancé par lanceur ou par appel à projet, parce que jusqu'à ce jour, notre législation ne reconnaît pas la possibilité de faire des appels à projets. Et là, le projet de décret intègre effectivement cette réalité. Et par appel d'offres, comme on l'a dit, ça peut se faire par lanceur ou par une autorité compétente. Et la deuxième approche simplifiée, c'est l'approche ascendante. Et là, il s'agit des initiatives privées, des offres spontanées. Et ces projets, mais également des grandes sécurités, de grandes mesures pour ce qui est des projets venus sur l'initiative d'un privé. Et donc, pour ce qui est du guichet unique, il faut le préciser que ce projet de décret prévoit un cadre de collaboration très clair entre l'ANSER et l'ARE. Parce que dans les études soulevées ici, il y a la question des régulations du mini-réseau en milieu rural et périurbain. Et ces projets de décret prévoient une nette collaboration entre les deux structures qui sont des structures SER, qui sont appelées à travailler ensemble pour l'émergence du milieu rural et périurbain. Bon, comme je disais, il y a deux approches. L'approche descendante, c'est soit par appel d'offres, soit par appel à projet. Et là aussi, il y a une possibilité qui est ouverte. Appel à projet, c'est lorsque ANSER a un projet dans sa planification, mais ne tient pas les études, et peut lancer cet appel à projet. Mais il y a aussi une possibilité où il y a peut-être un site qu'ANSER n'a pas identifié et qu'un promoteur privé peut avoir des études, il peut approcher ANSER. Et là, les décrets prévoient comment cela doit se faire entre l'initiative du privé, l'ANSER et l'autorité de régulation. Il faut insister que dans tout ceci, le gouvernement congolais voudrait que le milieu rural et périurbain ait accès à l'électricité. Voilà un peu une réponse pragmatique du gouvernement congolais par rapport à l'étude qui a été soulevée. Et on précise encore qu'il s'agit d'un projet de décret. Et il
est actuellement au cabinet de notre ministre et il va suivre son cours normal jusqu'à son adoption au Conseil des ministres et puis publication. Et comme vous le constaterez certainement, il y a qui risqueront de poser des questions que ce projet de décret nécessite normalement la révisitation des lois. Bien évidemment, dans le projet des actes juridiques préparés, il y a d'abord un amendement préalable de la loi pour prendre en compte les réalités de l'électrification rurale et périurbaine. Et donc, toutes les modifications secondaires qui arrivent avec les décrets seront déjà intégrées dans l'amendement de la loi. Je passe au deuxième sujet. On a tous compris les présentations de ces jours. Anser a présenté ces projets. Il s'est posé une question importante de mobilisation de financement. Le gouvernement congolais, conscient de cette réalité, il s'est dit, avant de compter sur le bailleur des fonds, il devait d'abord compter sur sa propre poche. Ainsi, en instituant Anser, le gouvernement congolais l'a donné une nature fiduciaire en affectant près de 10 actes parafiscales au profit d'Anser. Ces taxes parafiscales relèvent essentiellement de 3 secteurs. Il y a d'abord le secteur de l'électricité, il y a le secteur des hydrocarbures et puis il y a le secteur de l'environnement. On comprend pourquoi il faut apporter de l'électricité, parce que l'électricité a des interactions avec d'autres domaines de la vie. On peut se poser la question, ces nouvelles taxes créées? Non, non. Toutes les taxes préaffectées pour Anser existent bel et bien. Il y a des taxes où Anser viendra prendre des quotités, mais il y a d'autres où Anser pourra prendre la totalité. Alors pour les taxes qui relèvent du secteur de l'électricité, on a la redevance sur les excès des activités du service public d'électricité. Il y a la quotité de la taxe sur la consommation de l'électricité. Il y a le prélèvement sur les recettes de l'importation et exportation de l'énergie. Et enfin, il y a la quotité sur l'usage de la ressource en eau. Et donc ces actes, Anser viendra récupérer soit une quotité, soit la totalité. Mais les taux de ces actes sont déjà prévus dans un arrêté interministériel qui est publié depuis le mois d'avril 2022. Et donc, parce que j'ai senti, il y a Alpha qui avait posé la question sur cette question-là pour dire Anser ne viendra pas qu'il y ait de nouvelles taxes. Les taxes existent déjà. Il y a juste un mécanisme d'activation. Les taxes qui relèvent du ministère de l'Environnement, il y a une quotité sur le crédit carbone qu'Anser sera appelé à percevoir. Il y a la quotité sur la taxe sur la pollution. Et puis, il y a le prélèvement sur l'exploitation industrielle du bois et le prélèvement sur l'importation du bois. Pour ce qui est du ministère des hydrocarbures, Anser viendra aussi coincer le ministère des hydrocarbures pour demander à ce ministère de contribuer aux efforts d'électrification rurale et périurbaine. Ainsi, Anser viendra prendre le prélèvement au niveau de l'importation des produits pétroliers, mais également au niveau de production des produits pétroliers. Et donc, on peut être rassuré que le gouvernement congolais a quand même mis quelque chose au profit d'Anser pour électrifier le milieu ruraux et périurbains. Mais jusqu'à ce jour, Anser n'a pas encore activé ces actes parce qu'il y a un mécanisme qui est prévu par les différentes lois. Il faudrait qu'il y ait des arrêtés interministériels qui viendront activer ces actes. Et les travaux ont commencé depuis le mois de décembre 2020 et ont été clôturés par l'adoption des projets d'arrêté. Il ne reste que leur adoption au niveau du Conseil des ministres et puis publication. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Anser pourrait passer, récupérer les quotités et taxes auprès du secteur privé. En tout cas, je précise qu'il ne s'agit pas de nouvelles taxes créées. Les taxes existent. Anser vient prendre ce qui lui revient pour électrifier le milieu rural et périurbain. Merci. Merci, Maître Murphy. Maître Murphy, merci pour votre intervention, dont on retient à titre principal qu'au niveau des procédures, des simplifications sont en cours. Un projet de décret est sur la table du ministre du tutelle et attend sa validation. Ce projet de texte donnera la possibilité notamment de renforcer le cadre de collaboration entre l'ANSER et l'ARE, permettra également de passer à une possibilité de faire des appels à projets, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, et permettra également à l'ANSER de jouer son véritable rôle de guichet unique
qui n'est pas négligeable. On retient également qu'au niveau des redevances, un texte existe déjà depuis avril de l'année passée. Ce texte-là doit encore être activé, malheureusement, mais dès son activation, ça permettra notamment de percevoir des taxes assez innovantes, puisqu'elles pourront porter sur la pollution, sur le crédit carbone, sur l'importation et l'exportation du bois notamment. Ceci étant dit, après l'intervention de Maître Murphy, qui suscitera certainement encore des questions dans l'Assemblée, je vais maintenant céder la parole à la fois à Maître Pierre-Marie, Maître Pierre-Marie. Je vous donne une qualité que vous n'avez pas encore. Bon, pas encore, c'est encore possible. Maître Pierre-Marie Cusaguet va nous donner le cadre général des textes légaux et il interviendra en binôme avec Maître Pascal Chimbalanga, qui est le directeur des représentations provinciales de l'ARE. Pierre-Marie, je vous donne la parole. Il y a des slides, s'il n'y en a pas, ça vous évitera de me voir me débattre avec le pointeur. Je vais essayer d'être très clair dans la... Ah non. Je vais essayer d'être à la fois concis et clair dans la présentation. De quoi s'agit-il? L'ARE et l'ANSER ont travaillé pendant plus d'1 an sur des propositions de texte pour compléter et améliorer la loi de 2014. Alors, cette loi de 2014, je suppose que vous la connaissez tous mieux que moi. Elle a eu pour mérite de clarifier la situation et elle établit quand même une base solide aux législations qui vont suivre. Donc 8 ans après, on peut proposer des amendements, des améliorations. Quand j'avais commencé à travailler, on m'avait dit des règles ou des lois qui changent tout le temps, c'est pas efficace, et des règles ou des lois qui changent jamais, c'est pas efficace non plus. Donc je pense qu'au bout de 8-10 ans, on est à même de faire évoluer. Et effectivement, il y a 2 points. Il faut prendre en compte les évolutions des politiques énergétiques, comme la transition énergétique, le développement et la promotion des énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique. Il y a autre chose qui est extrêmement important aussi, c'est le passage à l'échelle de l'électrification en RDC. Donc on a vu que la population était répartie sur tout le territoire qui était extrêmement vaste, que la solution, dans la plupart des cas, c'était les mini-réseaux, et donc il faut adapter cette législation aux mini-réseaux et permettre le passage rapide à l'échelle. Donc c'est ce dont nous sommes attachés avec l'ARE. C'est un travail commun qui a débuté en mi-2022 avec la facilité d'assistance technique de l'Union européenne. Les textes proposés ont été soumis à un atelier de validation du 12 au 14 décembre 2022. Il y a eu un atelier en novembre 2021. Quand on dit atelier, ça veut dire que c'est quand même un atelier ouvert. C'est 3 jours de travail intense qui a été pris à l'initiative du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Ouvert parce qu'il y avait des représentants de la société civile et des différents métiers. Alors, je vais passer rapidement sur tous les textes, sur les 10 textes. Il y a d'abord une proposition de loi qui ne fait que quelques articles permettant l'adoption des décrets que je vais décrire ci-dessous. Il y a d'abord le projet de décret sur la mise en œuvre des projets d'électrification par réseau isolé que Maître Murphy vient de décrire. L'idée, c'est de permettre et d'encadrer toutes les initiatives, à la fois qu'elles viennent du gouvernement, de l'ANSER ou des entreprises,
de permettre toutes ces initiatives et de les encadrer, parce qu'il y a effectivement un manque cruel d'investissement. Et c'est aussi simplifier ces procédures, comme l'a dit Maître Murphy. Pour le reste, il y a des projets d'ART qui parleront à tous les opérateurs ici et à ceux qui s'intéressent au secteur de l'électricité en RDC. Il y a un projet d'arrêté portant mécanismes et modalités d'interconnexion d'un réseau régional et d'un réseau isolé. On sait bien que ça répond aussi à des questions qui ont été posées. Il y a un projet de décret pour la promotion des énergies renouvelables. Là aussi, on voit bien, on a vu dans les panels précédents que la RDC était en concurrence réglementaire avec d'autres pays. Ce sont des textes qui sont souvent demandés et donc aussi utiles. Il y a un projet d'arrêté définissant le principe de délimitation de la zone de concession de distribution. On a vu qu'il y avait des problèmes de concession aussi, je ne m'attarde pas dessus. Il y a un projet d'arrêté interministériel sur les conditions de conclusion d'accords entre les concessionnaires de transport ou de distribution et les concessionnaires fonciers. Donc là aussi, ça semble très aride, mais les opérateurs savent bien que les questions foncières sont souvent les premières auxquelles on se trouve confronté. Projet d'arrêté interministériel portant sur les règles, mécanismes et principes de séparation comptable des activités. Donc ça, c'est quelque chose qui est constamment demandé aux opérateurs intégrés. Donc ça permet une meilleure concurrence au niveau de la production. Donc je rassure aussi à un certain nombre d'opérateurs. À chaque texte, on a prévu que ces textes sont aussi adaptables, applicables aux mini-réseaux. On ne va pas demander aux mini-réseaux d'Ipamou et de Bongayassa une séparation comptable de leurs activités. Il y a un projet d'arrêté ministériel fixant les conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens. Donc là aussi, on travaille en garantissant la sécurité des personnes et des biens. À l'ANSER, quand on regarde qui peut être électrifié, comme beaucoup de gens, on regarde aussi les bâtiments, si on peut apporter l'électricité ou pas. Néanmoins, c'est nécessaire que ce soit inscrit dans les textes. Il y a un projet d'arrêté déterminant les fondements pour établir les cahiers des charges spécifiques à l'importation et à l'exportation d'énergie électrique en RDC. Je ne m'arrête pas dessus. Les prochaines étapes, Maître Murphy les a bien décrites. Il y a le projet de loi, il y a une prochaine session parlementaire, je dis ça. Et puis, il y a les décrets qui dépendent effectivement de l'adoption de la loi et les projets d'arrêté qui relèvent exclusivement des sphères décisionnelles des ministères sectoriels. Donc voilà, en définitive, ce sont des textes qui permettent d'adapter la loi et qui sont, à notre avis, nécessaires pour le passage à l'échelle, pour permettre à tous les investissements de pouvoir s'exprimer en quelque sorte, mais de les encadrer aussi. Merci. Merci Pierre-Marie. Maître Chimbalaka. Je voudrais juste préciser que l'IDGA est dans la salle. Maître Marco Kouyou qui m'a demandé de faire cette petite présentation de l'ARE. Donc moi je suis directeur des représentations provinciales. Donc voilà la petite correction que je comptais bien faire avant de prendre parole. Alors mon exposé va porter sur les cadres légaux et réglementaires du secteur de l'électricité et les procédures d'obtention des titres. On avait partagé... OK. Bon, je vais quand même commencer. La technique pourra nous rattraper après. Alors, à la suite de Maître Pierre-Marie qui venait d'exposer les cadres généraux du secteur de l'électricité, je vais pouvoir m'apaisantir sur la loi 14/011 qui intègre quelques innovations relatives à la libéralisation effective du secteur
de l'électricité. Alors, ces innovations portent sur 5 axes. Le premier axe, c'est la libéralisation effective du secteur de l'électricité. On pourra se poser la question de savoir qu'est-ce qui est vraiment libéralisé. Alors, dans les contextes de la loi, le législateur de 2014 a libéralisé 6 activités du secteur de l'électricité. Il s'agit de la production, du transport, la distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation. Donc toute cette chaîne est désormais libéralisée en République démocratique du Congo et les structures privées comme publiques peuvent exercer toutes ces activités concurremment avec la SNEL qui est une société d'État qui jadis les exerçait à titre de monopole. Le deuxième axe présenté en termes d'innovation par cette loi, c'est la promotion et le développement harmonieux de l'offre de l'électricité en milieu urbain, périurbain et rural. Tout à l'heure, nous avions suivi les différents intervenants de l'ANSER, qui est un établissement public dédié aussi à assumer cette promotion de l'électricité en milieu rural et périurbain. Donc c'est aussi un axe majeur que la loi de 2014 nous apporte dans les secteurs de l'électricité. Le troisième axe, c'est le respect des normes de sécurité et environnementale. Alors comme vous le savez, actuellement, tout projet relevant du secteur de l'électricité est soumis à des études d'impact social et environnemental. Sans ces études, les projets ne peuvent pas être développés en RDC. Et à ce point de vue-là, le législateur s'est montré encore une fois de plus un peu plus exigeant lorsqu'il demande à ce que ces études d'impact environnemental et social soient approuvées par notre administration en charge de l'environnement et qui, elle aussi, fait ou donne ces différentes approbations conformément à notre droit qui lui-même est largement inspiré des conventions internationales relatives aux droits de l'environnement. Le quatrième axe, c'est la création du cadre institutionnel. Alors, la loi de 2014 met en place un cadre qui est composé de 4 organes. Il y a les gouvernements centraux, il y a la province, il y a l'ARE et l'ANSER. Et chaque structure de ces cadres a des attributions bien spécifiées et dans la loi et dans ses mesures d'application. Évidemment, c'est pour éviter qu'il y ait des empiètements ou bien éviter que les opérateurs, les investisseurs se trouvent butés à un problème de multiplicité de structures du secteur de l'électricité. Et enfin, le dernier axe, c'est la garantie d'une concurrence loyale entre les opérateurs et le respect des droits des usagers. C'est pour cette raison que l'ARE, d'ailleurs, a été institué comme arbitre pour assurer les suivis et les contrôles des activités du secteur de l'électricité. Et qui dit concurrence loyale vise notamment les problèmes de règlement des différends du secteur de l'électricité qui relèvent de l'ARE. Ça vise aussi l'importante question de la fixation des tarifs du secteur de l'électricité qui est une question qui relève de l'ARE en tant qu'organe technique qui a reçu les pouvoirs de recevoir les propositions tarifaires, les étudier et émettre par conséquent un avis adressé au ministre de l'économie et au ministre de l'électricité pour un arrêté interministériel fixant les tarifs. Alors, c'était un petit commentaire que je voudrais bien faire avant d'aborder les points de ma présentation, donc les procédures d'obtention des titres. Alors, les procédures d'obtention des titres sont consacrées dans la loi. D'abord dans la loi 14/011, mais
à part cette loi, il y a un décret très important, le décret 18/052, qui traite des modalités d'attribution de concessions, licences et autorisations du secteur de l'électricité. Alors, conformément à la loi de 2014 et à ces décrets, il y a la procédure principale pour l'obtention des permis qui est la voie de l'appel d'offres. Et cet appel d'offres relève de l'ARE qui a été habilité pour lancer les dossiers d'appel d'offres, recevoir les offres et puis proposer les soumissionnaires. Bien évidemment, dans ma présentation, je n'ai pas beaucoup abordé cet aspect-là parce que c'est un aspect qui a beaucoup été abordé. J'ai bien voulu m'appesantir sur la procédure, la deuxième procédure qui est celle qui traite de demandes spontanées. Alors, évidemment, dans les secteurs de l'électricité, les décrets 18/052 offrent une opportunité aux investisseurs qui désirent exercer l'une des activités à introduire leur dossier sous la forme d'une demande spontanée. Et évidemment, à ce niveau-là, il y a deux exigences fondamentales. La première, c'est que les projets doivent être exécutés sur financement propre. Et puis, la deuxième condition, il faut qu'il n'y ait pas de manifestation d'intérêt d'un tiers. Alors, somme toute, lorsque un opérateur désire exercer l'une des activités, il doit d'abord principalement savoir la nature de son activité. La production, les transports, la distribution, la commercialisation, l'importation ou l'exportation. Chaque activité a un permis. C'est ce qu'on appelle les régimes juridiques. Par exemple, lorsque vous êtes dans la production sur un site qui relève du domaine public, c'est une concession de production. Lorsque vous avez besoin de transporter l'électricité, comme c'est une activité qui sera érigée sur les domaines publics, c'est une concession de transport. C'est la même chose pour la distribution lorsque vous devez occuper des temps d'espace du domaine public, vous, évidemment, devez avoir une concession de distribution. Mais par contre, lorsque vous voulez commercialiser votre courant électrique, lorsque vous voulez l'importer, lorsque vous voulez l'exporter, ce n'est plus la concession, mais là, on parle de la licence. Et je peux encore donner un autre exemple. Lorsque vous avez des capacités limitées dans certaines fourchettes que le législateur lui-même a fixées, votre permis peut être une autorisation ou une licence selon que les services que vous exercez n'est pas établi sur les domaines publics. Bon, il y a aussi des petites unités qui produisent entre 51 kW et 99,9 kW. Ça, c'est les régimes de déclaration. Ou en deçà des 50 kW, c'est les régimes de liberté. Alors, les préalables seraient pour un opérateur de savoir la nature juridique qui doit couvrir son activité. D'ailleurs, au niveau de l'ARE, on a pu orienter quelques opérateurs qui venaient avec leur dossier pour évidemment leur dire que votre activité relève de tel régime juridique et non de tel autre. Alors, lorsque l'opérateur dépose son dossier à l'ARE, la loi, la procédure voudrait qu'il puisse réserver une copie au gouvernement central, qui est représenté par les ministres en charge de l'électricité, ou au niveau de la province, au gouverneur des provinces. Pourquoi les deux? C'est parce que la loi retient actuellement deux autorités compétentes dans les secteurs de l'électricité. Il y a les ministres en charge de l'électricité, qui agit pour les comptes du gouvernement central, pour les projets qui dépassent les cadres d'une province, et les gouverneurs des provinces pour des projets qui sont limités dans une seule province. Donc, l'un et l'autre peut accorder des concessions, des licences, selon que les projets se limitent dans les ressorts territoriaux d'une province, ou bien selon que les projets dépassent une province. Alors, à partir du moment où l'ARE reçoit les dossiers, l'ARE va procéder à l'examen de votre dossier. En fait, à ce niveau-là, je voudrais bien dire à la vérification de votre dossier. Nous
allons vérifier si les dossiers est accompagné des éléments requis. Et ces éléments sont des 3 ordres. Il y a un dossier administratif qui comprend les éléments qui ont trait à la régularité de votre société. Je vois ici les statuts notariés, les RCCM, les numéros impôts, les numéros d'identification nationale, les personnes qui engagent la société, les casiers judiciaires des personnes qui doivent agir pour les comptes de la société. Donc, bref, dans les dossiers administratifs, on a des renseignements qui prouvent réellement que votre société est régulièrement constituée pour agir dans les secteurs de l'électricité et prétend d'obtenir un permis. Le deuxième aspect, c'est que votre demande doit également être accompagnée d'un dossier technique. Et dans les dossiers techniques, il y a 2 principaux éléments. C'est les études de faisabilité technique qui doivent renseigner sur les normes et standards, les capacités à produire, leur destination, les chronogrammes des activités, bref, tout ce qui a trait au caractère technique. Et nous avons à côté de cette étude de faisabilité technique, les études d'impact environnemental et social qui doivent toutes les 2 être approuvées par les structures habilitées. Et enfin, il y a un 3e dossier qui est composé des éléments financiers. Et dans ce 3e dossier, la liste des différents renseignements requis par l'ARE a trait à votre capacité de développer les projets. Est-ce que vous avez la capacité financière? Est-ce que votre courant sera vendu à un tarif convenable? Et c'est à ces niveaux-là qu'on demande une étude tarifaire et une présentation du tarif envisagé. Et nous mettons actuellement un accent là-dessus au niveau de l'ARE parce qu'on a comme l'impression qu'il y a certains dossiers qui viennent avec juste des renseignements financiers alors que les bouclages financiers n'ont pas été faits. Et par moments, on est confronté à un problème où on constate qu'il y a quelques demandeurs de titres qui ont reçu déjà des titres, mais qui, au lieu d'entamer les processus de la mise en œuvre de leurs titres, se trouvent butés à un problème de financement. Alors, à ce niveau-là, l'ARE va vérifier si les dossiers sont accompagnés de tous ces éléments-là. Si les dossiers n'est pas accompagné des éléments ou bien s'il y a des éléments qui manquent, l'ARE va notifier à l'opérateur, au demandeur du titre, pour lui demander de compléter les éléments. Et on va lui donner un délai pour compléter les éléments. Et à ce niveau-là, généralement, on fait un peu de la pédagogie avec les demandeurs des titres pour leur dire il faut produire ça et non ça, produire tel élément dans telle forme et non tel autre. Et si l'opérateur, au bout de l'exercice, parvient à introduire finalement tous les éléments requis dans ces dossiers administratifs, techniques et financiers qui accompagnent sa demande de permis, l'ARE va émettre une lettre de recevabilité. Ça veut dire que votre dossier est recevable en la forme et l'ARE va entamer les processus de son analyse afin d'émettre son avis. Lorsque l'ARE va commencer l'analyse de votre dossier, si elle constate que votre projet porte sur le domaine public, l'ARE fait ce qu'on appelle un avis à manifestation d'intérêt. Ça veut dire que l'ARE va publier sur son site ou sur d'autres procédés de communication pour atteindre les plus grands publics que l'ARE a reçu une demande d'un permis sur un site qui relève du domaine public et par conséquent, on fait recours à l'appel à concurrence pour permettre aux tiers intéressés de manifester leur intérêt sur les mêmes sites et dans les mêmes périmètres. Si on ne manifeste pas d'intérêt, l'ARE poursuit les traitements de la demande jusqu'à émettre son avis. Et s'il y a un tiers qui manifeste un intérêt, l'ARE suspend ou arrête immédiatement les traitements du dossier et convoque les parties pour des séances d'observation. Et lorsque l'ARE clôture l'étape de la publication de l'avis en manifestation d'intérêt, l'ARE va émettre son avis. C'est un avis conforme qui est adressé soit
au gouverneur des provinces si les projets relèvent de la compétence du gouverneur de province, ou soit au ministre ayant dans ses attributions l'électricité. Et à partir de ces moments-là, les ministres qui reçoivent l'avis de l'ARE, c'est un avis conforme, c'est un avis envoyé par un organe technique. Pour les juristes qui sont dans la salle, ils savent la force qu'on accorde à un avis conforme. Ça veut dire que l'autorité compétente a les devoirs d'attribuer les titres sollicités. Et après, l'ARE va publier les titres sur son site et éventuellement les publier aussi les faire publier au journal officiel de notre République. Voilà un peu de façon ramassée la petite présentation que je comptais vous faire dans le cadre de cette table ronde. Merci. Merci, Maître Tchimbalanga. Je retiens de votre intervention ainsi que de celle de M. Pierre-Marie Cusaguet qu'il y a donc un cadre légal et réglementaire et une procédure bien spécifique à l'obtention des titres. Maître Tchimbalanga, en votre qualité de directeur et représentant ici de l'ARE, vous nous avez fait part, j'épingle quelques innovations dont vous avez fait part tout à l'heure, innovations légales, bon, non des moindres que celle de la libéralisation de certains axes du secteur de l'électricité. Je retiens également comme innovation la promotion et le développement en milieu urbain et périurbain, dont Anser est un exemple. Je retiens également le respect des normes de sécurité sociale et environnementale. Je ne vais pas revenir parce que vous nous avez dressé par le menu la manière d'obtenir les titres dans le respect de la loi 14/011, également dans le respect de celle de la loi 18/052 concernant les modalités d'attribution de concessions et de licences en matière d'électricité, qui probablement susciteront des questions tout à l'heure dans la salle. Et je retiens également que le cadre légal est là, il existe, mais que ce cadre légal a besoin d'innovation, a besoin également de mutation, dirais-je, et que, ça c'est M. Cusaguet qui nous en a fait part, lors d'un atelier sous l'égide de l'Union européenne, l'ARE ainsi que l'ANSER ont pu travailler, collaborer ensemble pour élaborer un certain nombre de projets, de textes, de lois, projets qui nous permettront, comme l'a dit M. Cusaguet, le passage à l'échelle. J'avais tout à l'heure omis, et je m'en excuse, de citer. Ah. Donc alors je pense que... Non ? Voilà. Merci DG. Donc je pense que nous sommes arrivés donc au terme des interventions, brillantes interventions de ces messieurs qui ont pu renforcer, je dirais, par leurs explications, le cadre légal existant, parce qu'on le connaissait, mais peut-être peu, nous exposer aussi les limites de ce cadre et nous donner aussi l'espoir d'un cadre légal futur qui permettra justement de faciliter ce partenariat public-privé que nombre d'entre vous sont venus rechercher ici. Avant de clore, je pense, la journée, donc il va de soi qu'il y a des questions qui devront être posées. Je voudrais distinguer deux choses. Je voudrais d'abord que ceux qui ont des contributions puissent intervenir en premier et qu'ensuite on laisse la place aux quelques questions avant que le maître de cérémonie ne puisse clôturer la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des contributions au panel qui vient d'être exposé ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va peut-être prendre 5 questions ou 3 questions, ça dépendra de la longueur de la question. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Monsieur? Merci, Madame modératrice, pour la parole.
Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a présenté, qui a fait la première présentation de ce panel. Je crois M. Andrea qui est en ligne, qui a fait une étude sur le cadre politique et réglementaire de l'électrification au réseau. Bon, il a dit quelque chose qui m'a tiqué. Moi, j'aurais aimé quand même qu'il puisse expliquer aux opérateurs qui sont dans la salle. Il a parlé notamment qu'il a noté un chevauchement des attributions entre institutions ici, mais il n'a pas clarifié ce type de chevauchement. Bon, ma question, ma deuxième question, c'est adressée au maître, monsieur, je n'ai pas retenu le nom, de l'arrêt. Il a bien fait. D'ailleurs, je voudrais noter, appuyer ce qu'a dit le deuxième intervenant sur la nécessité de la réforme de la loi, puisque quand il y a beaucoup d'exigences, effectivement, comme il a cité, qui nécessitent qu'actuellement on puisse absolument réformer cette loi. Et quand on la lit, on a même l'impression que c'est une loi sur l'hydroélectricité. Bon, ma question à M. Delarey, c'est par rapport, il a cité les activités qui sont ouvertes aux opérateurs. Je voulais juste poser une question par rapport à l'activité transport. Le transport de l'énergie se fait exclusivement en haute tension. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez gérer, si le marché est réellement ouvert, aussi dans le domaine des transports, comment vous allez gérer plusieurs opérateurs dans ce domaine-là. Voilà mes deux petites questions. Est-ce qu'il y a une autre question, une troisième question, madame? Yes. Monsieur. My name is Ben Hagen. I represent Beyond the Grid Fund for Africa, BGFA. I have two quick questions. The first one is, does the regulatory framework for mini-grids cover grid interconnection issues based on the technical requirements as well as issues of compensation to investors? The second one is that do we have a case that because of the mini-grid regulatory framework, we need to revise the electricity law, or there's already a good alignment? Thank you. Oui, je vais rapidement traduire ce que mon collègue a posé comme question et poser ma question aussi. Alors la première question, c'est est-ce qu'il y a des régulations pour la connexion du grid au réseau? Et est-ce qu'il y a des mécanismes pour protéger les investisseurs, mais aussi protéger le réseau? La deuxième question, c'était par rapport au changement des régulations dans le secteur de l'électricité. Est-ce qu'on a besoin de faire... OK, avec les nouveaux programmes qu'il y a dans l'électrification, est-ce qu'il y a des régulations qui doivent être changées après la libéralisation pour s'aligner avec les buts présents? Et ma question serait, j'ai entendu parler, ma question c'est pour Maître Murphy, d'un one-stop shop avec ANSER, ARE, le ministère pour permettre aux développeurs d'avoir une porte où ils peuvent ramener leur dossier et facilement avoir les licences dont ils ont besoin pour commencer les projets. Je sais que vous étiez en train de travailler sur la question. Je ne suis pas sûre si c'est d'actualité ou vous avez décidé autrement, mais j'aimerais savoir là où on en est. Donc voilà, merci. Oui, merci madame. Je pense qu'on va déjà répondre à quelques questions, parce que finalement il y a une question dans une question, ça fait plus ou moins 5 questions. Après je reprendrai encore une catégorie, une deuxième série de questions. La première question concerne monsieur Renzulli, je ne sais pas s'il est en ligne, concernant le chevauchement des institutions dont il avait fait état tout à l'heure. Est-ce qu'il est connecté?
Peut-être qu'on reviendra là sur cette question tout à l'heure, monsieur le professeur, puisque l'intervenant n'est pas en ligne pour l'instant. Alors la deuxième question, vous adressiez, monsieur le professeur, à l'ARE ou à l'ANSER, puisque vous parliez de l'ARE, mais vous regardiez... c'est ici, l'autorité de régulation. Oui. Alors je cède la parole à Maître Chimalanga. Vous avez noté la question? Oui, je vous en prie. Alors, monsieur le professeur, pour répondre à votre question, j'ai dit dans mon propos que tous les segments étaient libéralisés. Donc, à partir de la production jusqu'à l'importation et à la commercialisation. S'agissant du segment transport, les inquiétudes que vous soulevez, vous n'êtes pas les seuls à les soulever. Ce sont des inquiétudes qui ont été soulevées aussi dans d'autres cadres, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait plusieurs opérateurs qui sont dans les transports. Ça représente en même temps un danger, ça représente aussi une difficulté pour la fluidité de leurs activités. Il y a aussi le fait que ici chez nous on n'a pas encore une réglementation sur les gestionnaires du réseau. Et nous sommes en train de travailler en tant que régulateurs parce que nous avions la mission de proposer toute modification ou toute évolution législative ou réglementaire. L'ARE est en train de travailler là-dessus. Donc, j'ai répondu à la question. Il y a une question qui a aussi été posée par rapport à la régulation. Est-ce qu'elle s'adapte au changement? Oui, effectivement. La régulation s'adapte au changement et naturellement, ce n'est pas pour rien que Maître Murphy a parlé ici d'un décret sur les mini-réseaux. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque on avait légiféré, il y avait certaines situations que les législateurs n'avaient pas prises en compte. Maintenant que les agences ont été installées, l'ANSER et l'ARE, nous sommes confrontés à une situation qui ne peut pas être prise en compte si la législation n'est pas modifiée. Et il y a un certain nombre de textes qui sont en train de modifier pour permettre à notre droit de s'adapter aux différentes évolutions de notre société. Maître Chimalanga, madame avait également une question dans cette question qui concernait les mécanismes de protection pour les réseaux. C'est ça, madame? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Ah, c'est pour Maître Murphy. Maître Murphy, il y a deux questions alors. Mécanisme de protection au niveau des réseaux et la dernière question qui vous est également fixée. Vous avez la parole. La première question, c'est sur la problématique de l'interconnexion. Je crois que dans l'intervention de Pierre-Marie, il a évoqué le fait qu'il y a un projet d'arrêter sur l'interconnexion entre le mini-réseau et le réseau national. Bien évidemment, dans ces projets de décret, on a pris en compte toutes les situations. Effectivement, la situation selon laquelle le mini-réseau doit disparaître au profit du réseau national. On a estimé qu'en RDC, le réseau national, il ne faut pas l'attendre dans 10 ans. On parlait, je pense, des réseaux régionaux. On a une situation dans laquelle le mini-réseau va coexister avec le réseau régional. On avait prévu ça. En termes de protection, il y a déjà dans le projet, on a insisté sur le fait que lorsqu'un mini-réseau va être installé, les autorités, on parle d'ANSER et l'autorité compétente, doivent informer aux promoteurs sur la période possible de l'avènement du réseau régional. Et il y a aussi, on a souhaité que cette question, c'est très d'abord entre les deux parties et il y aura l'implication du régulateur plus tard en cas de différends ou de persistance des différends. Je crois que c'est assez suffisant comme mesure de protection pour les promoteurs privés. Il y a la question du guichet unique. Oui, j'ai évoqué ça. Ce sont des discussions qui ont eu lieu avec l'ARE. Pas seulement l'ARE, il y a
le partie prenante, c'est-à-dire les différents ministères, développement rural, budget, finances, aménagement du territoire. Il y avait également la société civile qui a été impliquée. Il y a un texte qui a été adopté, mais il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Et l'idée pour les parties prenantes, c'est de trouver un interlocuteur vis-à-vis du promoteur. Comme ça, lorsque le promoteur arrive, il s'adresse à cet interlocuteur et cet interlocuteur peut l'aider dans les démarches autres que peut-être les démarches au niveau de l'ARE ou des autres autorités locales. Parce qu'on a constaté que lorsqu'un promoteur qui ne connaît pas bien le pays et qui frappe à une fausse porte, il dépense plus que s'il s'était adressé à une bonne porte. Donc, ces travaux sont en cours. Je pense que bientôt, là, on pourra finaliser ça. Je pense que j'ai répondu à mes questions. Juste pour compléter, maître, si j'ai bien compris la question sur les mécanismes de protection, effectivement, dans le cas d'une interconnexion entre les régions régionales et un réseau isolé, ce que le projet prévoit, c'est aussi une protection des parties réglementaire, de telle sorte, de façon à ce que les investissements dans les mini-réseaux ne soient pas menacés. Merci, Monsieur Kusagué. Si le temps ne nous est pas compté, le temps est compté. Si le temps nous est compté, je voudrais quand même que nous puissions encore ovationner ces brillants intervenants. Et avant de laisser la parole au maître de cérémonie de ce jour, moi je voudrais simplement dire ceci, c'est que les exposés que nous venons d'entendre ici ouvrent la voie légale à solutionner les problèmes du secteur. En CRFI dépasse sa mission, celle de mettre tout en œuvre pour permettre et tendre aux souhaits de tout un chacun, à savoir l'électrification. L'électrification qui semble un défi impossible, mais qui n'est pas impossible. L'électrification qui est la nôtre ici en milieu rural et périurbain. Alors sans vouloir paraphraser ce que nous dit souvent notre DG, mais je vais quand même le dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et je pense qu'ensemble, nous trouverons les solutions pour arriver à atteindre nos objectifs sectoriels. Je vous remercie.